Ancien patron de TF1, ancien directeur de la rédaction de Nice Matin, Robert Namias, observateur aguerri de la vie politique. Alors on est servi en ce moment, Robert Namias. On va parler aussi de votre roman qui s'appelle L'affaire Chantecler aux éditions de l'Observatoire. Alors on va dire c'est une histoire d'amour, de trahison, où parfois tous les coups sont permis pour avoir quelques postes. Ça fait penser peut-être à l'actualité du moment. Hier, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse avant ses élections législatives anticipées. Est-ce qu'au fond, il essaye finalement de reprendre la main, le président de la République, après avoir provoqué ce séisme, Robert Namias? Oui, il essaye, sans être du tout certain que ça change quoi que ce soit à la situation provoquée et constatée à partir de dimanche soir. Bon, avec quand même un Rassemblement national et un Bardella qui a de bonnes chances d'obtenir au moins une majorité relative. Ça n'est pas fait. On peut penser que la campagne, mais la campagne est tellement courte, 3 semaines va permettre d'équilibrer différemment, mais pour l'instant, on voit bien que les résultats du 7 juillet se jouent plutôt entre une majorité relative, peut-être faible, mais majorité quand même. Pour le Rassemblement national. Pour le Rassemblement oui. national, et une majorité absolue pour le Rassemblement national plutôt que l'inverse. Alors hier, on a bien compris que le président, à la fois, d'abord voulait défendre son bilan, ça il ne peut pas s'empêcher, il était trop long, comme d'habitude, et du coup, alors qu'il était très efficace au début et qu'il a été très efficace à la fin, en observateur, je l'ai trouvé quand même très long et diluant son discours pour vouloir absolument démontrer que quand même il y avait beaucoup de résultats. Peu importe, on voit bien que dans cette élection, aujourd'hui, ça n'est pas la raison ni la rationalité qui pèse le plus, c'est le sentiment. Et le sentiment, c'est quoi aujourd'hui? C'est le sentiment d'insécurité dans une bonne partie de la France, des communes. C'est non pas le sentiment, mais la réalité d'un pouvoir d'achat qui stagne, malgré des chiffres statistiques qui semblent montrer des augmentations faibles, mais des augmentations quand même. La vérité, c'est que pour chacun de ceux qui aujourd'hui vont au supermarché, font leurs courses, etc., la vie est de plus en plus chère. Donc, au-delà des raisonnements sur la situation économique générale de la France, sur le fait qu'avec Bardella, par exemple, on peut, ce que disait hier le président Macron, la France risque d'être regardée avec beaucoup d'inquiétude. Il annonce même quasi la ruine. Il dit en tous les cas, Bardella, c'est la ruine. Oui. Mais enfin bon, de ce point de vue-là, le Rassemblement national a beau jeu de rappeler quand même, et d'autres aussi, qu'avec 1 milliard supplémentaire de dette, 1000 milliards supplémentaires de dette, on ne sait pas très bien qui a ruiné la France. Oui. Bon, la vérité, c'est qu'au-delà des chiffres qui n'intéressent pas, ce qui est vrai, c'est que ce sentiment d'insécurité, qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité. Moi, ça m'a frappé, ce qui m'a le plus frappé dans les résultats de dimanche, parce que ça dit tout, et ça reflète vraiment la réalité. Et cette réalité politique qui risque de déboucher sur une élection au moins d'une majorité relative du Rassemblement national dans 3 semaines. C'est le résultat de dimanche dernier entre Paris intramuros et le reste de la France. Paris intramuros, Bardella, 8,5%. La moyenne nationale, 32%. Dans certaines régions, plus de 40%. Ça dit quoi? Mais ça dit effectivement la déconnexion complète, dans tous les sens du terme, de Paris. Et donc quand même si les députés, pour la majorité par définition, viennent de province, même si quand même il y a les remontées de terrain de beaucoup de participants à la vie économique, à la vie politique, la vérité c'est que Paris est complètement déconnecté et isolé du reste de la France, de la totalité de la France. Et quand les Français qui ne sont pas parisiens intramuros, disent mais ces gens-là qui sont au pouvoir à Paris, dans les palais nationaux, ne comprennent rien à notre vie. C'est exactement ce qu'on lit dans les résultats de dimanche. Et cela
je ne vois pas très bien ce qu'une campagne pourrait modifier Oui. en 3 semaines. Mais de l'autre côté, il y a la gauche, le nouveau Front populaire. Est-ce que ça, c'est crédible? Bon, il va y avoir des candidats uniques dans les circonscriptions, malgré les désaccords, pour une campagne. Est-ce que là, il peut y avoir une surprise? Alors, mathématiquement, non. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand on regarde bien les résultats de dimanche, les premières simulations à partir de ces résultats sur ce qui pourrait se passer dans 3 semaines et dans 4 semaines, non. C'est-à-dire que la gauche ne peut pas, bien évidemment, avoir la majorité absolue, mais n'a aucune chance d'avoir plus de sièges que le Rassemblement national et peut-être quelques divers droites qui rejoindraient le Rassemblement national. Donc, même cette majorité relative que peut avoir le Rassemblement national, la gauche ne peut pas l'avoir. Les seuls qui pourraient, mécaniquement, mais alors avec une campagne très forte, sur laquelle j'ai des doutes, ce serait l'ex-majorité présidentielle, relative, celle d'aujourd'hui. Bon. La gauche, non. Ils ont actuellement 155 sièges ou 160 sièges au total complet. Bien. Ils ne peuvent pas monter à 220, 230, 240, 250, ce qui ne serait, encore une fois, je vous rappelle que la majorité, oui, c'est 289. Donc, ce qui ne serait qu'une majorité très, très relative. C'est impossible. Oui, c'est mécaniquement impossible. Et donc, en plus, il se trouve que ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer à partir des premiers accords dès avant-hier et des conversations qui se poursuivaient encore hier et qui vont se poursuivre jusqu'au dépôt des candidatures samedi, donne le sentiment à beaucoup d'électeurs qui ne sont pas du camp des insoumis, qui n'ont pas du tout envie de voter pour les insoumis, mais qui votent traditionnellement pour la gauche social-démocrate, pour les écologistes, pour le Parti communiste. Il y en a une partie, incontestablement, soit qui va conforter la majorité présidentielle, soit qui va s'abstenir, mais qui n'aura pas envie de voter pour un candidat. S'il y a des candidatures uniques, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de candidatures, d'ailleurs une majorité de candidatures insoumises. Bon. Il y a beaucoup, compte tenu de ce qui s'est passé, quand on voit que, en plus, le rapport de force entre Glucksmann, qui a fait pratiquement 14% aux européennes, 13,8, et Manon Aubry, qui a fait 9, moins de 10, 9, quelque chose, 0,7 ou 0,8, quand déjà on va voir que sur la carte électorale, il y a plus de candidatures insoumises que de candidatures socialistes, je ne parle pas des autres, mais de simples socialistes, il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté Glucksmann qui vont se poser des questions. Pas tous. Certains iront voter parce que la gauche, etc. Mais on voit bien que ces accords jettent un trouble considérable. Donc non seulement, mécaniquement, ils ne peuvent pas avoir cette majorité relative qui serait supérieure à celle du Rassemblement national et de la majorité présidentielle actuelle, mais en plus, ils risquent quand même, avec cet accord, qui certes leur permettra d'être sans doute dans plus de circonscriptions qu'il ne le serait s'il n'y a pas d'accord, mais en même temps, qui va dissuader un certain nombre d'électeurs de gauche d'aller voter pour les candidats de l'ex-NUPES qui s'appelle Front Populaire, mais enfin ça reste la NUPES. Oui. Et bien au-delà, le Parti républicain aujourd'hui existe encore, après l'initiative d'Éric Ciotti de faire des accords ponctuels et de manière unilatérale avec Jordan Bardella. Est-ce que ça, c'est aussi une donnée qui peut changer la donne? C'est quelque chose qui peut modifier les rapports de force? Alors, est-ce que ce parti, je ne dis pas la droite, parce que la droite existe bel et bien, et elle existe en dehors du Rassemblement national. Il y a une droite qui est relativement sans doute importante, mais qui ne se traduit plus électoralement, parce qu'une partie a voté depuis 7 ans pour Macron, et pour les députés macronistes, et puis une partie qui est déjà allée au Rassemblement national. Mais c'est le Parti républicain en tant que tel qui avait déjà
sinon complètement implosé comme il le fait depuis 48 heures, était déjà quand même moribond. Mais ça ne veut pas dire que cette droite-là n'existe plus. Ça ne veut pas dire que... Dans ce cas, ça voudrait dire quoi? Que c'est l'extrême droite du Rassemblement national et de Reconquête, accessoirement, qui représente la droite en France. Ça n'est pas vrai. Il y a une droite qui est une droite qui soit est de sensibilité gaulliste, ça existe encore, une droite sociale, une droite qui à la fois est pour une économie libérale de marché, mais qui a quand même une connotation sociale. Cette droite-là, pour l'instant, elle n'existe plus ou elle a déjà rallié Macron. La question est de savoir si les députés qui vont être élus sous le label LR, s'il y en a, mais il y en aura, et quand même quelques dizaines, au soir du deuxième tour. Est-ce que ces députés vont en permanence jouer le jeu qu'ils ont joué pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, ou est-ce qu'il y aura cette fois réellement, comme l'a proposé hier le président de la République, un accord, des accords, qui permettront à un corps central représenté par une majorité minoritaire et éventuellement avec ces républicains et peut-être d'autres qui seront, en termes numériques, supérieurs au Rassemblement national. C'est le seul espoir que peut avoir le président de la République. Oui, mais... Alors, cela étant, qu'est-ce que ça veut dire pour gouverner la France? Parce que là, on rentre quand même dans une période d'incertitude qui fait que ce ne sera pas si différent que cela de ce que l'on connaît depuis 2 ans. Mais il y a un rejet du président de la République, d'Emmanuel Macron. On voit dans un sondage, même une majorité de Français souhaite sa démission. Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il pourra continuer en cas d'échec? Est-ce qu'il ne sera pas contraint de démissionner? Cela dépendra des alternatives. Là, dans les 3 semaines qui viennent, la seule alternative, c'est le Rassemblement national. Il n'y en a pas d'autre. Si on va jusqu'au terme, dans 3 ans, émergeront d'autres, je ne sais pas du tout lesquels. Il peut se passer énormément de choses en 3 ans, à la fois sur le plan international, qui compte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, du coup, sur le plan français, ça dépendra de qui aura gouverné entre-temps. Si le Rassemblement national a le pouvoir, que va-t-il en faire pendant ces 3 années? Comment va-t-il gouverner? Quelle image va-t-il donner de lui-même? Donc, tout est ouvert. Il n'y a pas objectivement... c'est la force de la Ve République. Encore une fois, on peut se tromper. Tout peut arriver. À chaque fois, la Ve innove, si j'ose dire. Elle n'a pas encore innové par la démission de la présidente de la République, autrement que par sa seule volonté, qui était celle du général de Gaulle en 1969. Mais enfin, c'est un cas tout à fait particulier. Sinon, il n'y a jamais eu, sous la pression populaire, de démission du président de la République. Il y a eu le cas de François Hollande, qui, lui, sous cette pression populaire, n'a pas pu se représenter. Mais c'est tout à fait différent. Et là, on est dans une situation de cohabitation éventuelle avec l'extrême droite, ce qui sera une première. Oui, mais alors, si c'est une cohabitation avec l'extrême droite, moi, je pense que ça ira, paradoxalement, ça ira jusqu'au bout, c'est-à-dire dans les quasi 3 années qui viennent. Si ça n'est pas le Rassemblement national qui finalement prend la tête du gouvernement parce qu'il y a 290 ou 300 députés de différentes sensibilités, mais qui finissent par se mettre d'accord sur un gouvernement, mais qui restera très fragile par définition, notamment pour les choix budgétaires, pour les choix de réforme, ce sera beaucoup plus compliqué. Et là, c'est là que je dis, je ne pense pas qu'on soit vraiment sorti de la situation dans laquelle le gouvernement s'est complètement enlisé depuis 2 ans. Et le Parlement s'est lui-même totalement enlisé. C'est presque une menace pour la Ve République? Une menace de survie pour la Ve République? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui, à mon avis, peut être une menace pour la Ve République, nous n'y sommes pas. Ce serait une présidence de la République du Rassemblement national. Je ne dis pas que ce serait vraiment la fin de la 5e. Je dis que ça peut être une menace. Parce que là, un président de la République, on le sait bien, on le voit bien, c'est bien ce qu'on leur reproche, c'est bien ce qu'on reproche au président actuel. Il peut faire beaucoup
pour ne pas dire tout. Il ne peut pas faire n'importe quoi, mais il peut faire beaucoup. Mais par référendum, il pourrait faire voter, par exemple, par référendum, faire voter des réformes constitutionnelles qui n'auraient pas besoin de passer par le Congrès et qui seraient... alors, on peut imaginer, moi je ne sais pas, la suppression, par exemple, des structures et des institutions type Conseil constitutionnel, type, pourquoi pas, Conseil d'État. Enfin, c'est peut-être du fantasme. Mais nous l'avions écrit avec Michel Cotta, vous nous aviez reçu il y a 4 ans maintenant pour un roman que nous avions appelé, et qui s'appelle Le Brun et le Rouge, dans lequel on montrait que, à la fois, l'alliance objective de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'était il y a 4 ans, conduisait au pouvoir à l'extrême droite, et comment, au fond, l'extrême droite, effectivement, s'emparait du pouvoir et chamboulait complètement et mettait fin à la Ve République, tout en s'effondrant au bout de 3 ans pour des raisons économiques. Mais bon, c'est un roman qui, aujourd'hui, est d'une actualité qui me semble cruelle. Mais la fiction est en train d'être dépassée par la réalité. Et celui-là, Robert Damiens, c'est le nouveau roman, il s'appelle L'affaire Chantecler, publié aux éditions de l'Observatoire. Je vais presque dire celui-là aussi, quand même rattrapé par l'actualité. Quand vous nous parlez de personnalités capables de vendre leur âme au diable pour sauver leur pouvoir, on a parfois l'impression qu'on assiste à ça. Mais là, vous nous racontez cette affaire Chantecler. Vous vous amusez beaucoup, là, avec tous ces personnages. Oui, alors, je ne suis pas sûr que ce soit si amusant que ça. Enfin, moi, je me plais beaucoup à l'écrire. C'est une double histoire qui se percute. C'est l'histoire d'une amitié d'enfance et c'est une réflexion sur l'amitié d'enfance. L'amitié d'enfance, au fond, où... contrairement aux amitiés tardives, les amitiés d'adultes, les amitiés de rencontres professionnelles, on se pardonne beaucoup, et où, au fond, on fait semblant de ne pas voir ce que tous les autres voient, c'est-à-dire les manipulations des uns, les mensonges des autres, les pas de côté des troisièmes. C'est très particulier, les amitiés d'enfance. Et ce pardon-là, j'imagine dans notre roman, il s'agit de 4 amis qui partagent une ambition commune d'être les numéros 1. Ils sont de La Rochelle, ils font leurs études à La Rochelle, puis ils arrivent à Paris et ils se promettent d'être les premiers, chacun dans des secteurs tout à fait différents. À Paris, il y a un acteur, il y a un journaliste qui devient une star de la télévision, il y a un homme politique qui devient ministre et qui devient une espèce de plaque tournante pour toutes les politiques de droite, de gauche, du centre, etc. Et il y a un écrivain, auteur de best-seller, et qui écrit d'ailleurs ce roman, car ce roman, c'est un roman dans le roman écrit à la première personne. Et au fond, l'histoire, c'est l'histoire de cette amitié qui est percutée par la mort de l'un des 4. Et à la faveur de cette mort, les 3 autres découvrent que ce 4e n'était pas du tout le personnage, ou en tous les cas, il pouvait éventuellement le soupçonner, mais il ne voulait pas le voir, mais est un pur imposteur. Et du coup, je déroule, au fond, le roman à la fois d'une imposture, celle de ce 4e, qui en fait s'est avéré être un prédateur sexuel épouvantable. Bon. Et aussi les impostures et les imposteurs dans le monde politique, dans l'ensemble du monde médiatique, au-delà de ce personnage, avec le même principe que celui de mes précédents romans, c'est-à-dire tout est vrai et tout est faux. C'est le principe des romans. Tout est faux parce que, effectivement, c'est une histoire totalement romancée. L'affaire Chantecler en tant que telle n'existe pas, mais le personnage qui est ce journaliste s'appelle Chantecler. C'est lui qui est le premier des imposteurs. Et surtout, tout est vrai parce que toutes les situations que je décris dans ce roman ont existé, existent, et je dévoile vraiment les coulisses les plus intimes à la fois de ce monde médiatique, de ce monde des élites qui s'accaparent le pouvoir et qui est en effet capable de beaucoup de choses et beaucoup de vilainie, voire de saloperies pour protéger ce pouvoir. Merci Robert Damiens. Ça s'appelle L'affaire Chantecler, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant et tellement bien renseigné. Merci. Merci beaucoup Robert Damiens d'avoir été notre invité. Merci à vous.